Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série consacrée à la neurodiversité. Le premier épisode, je vous l'ai partagé au mois d'août. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode si vous voulez aller réécouter ce qui s'est passé. Alors, pour la petite remise en contexte, en juin dernier, s'est tenu le Neurodiversity Experience Day qui a été organisé par Audrey Carafa et Moira Wartol. Et on a en fait, dans le cadre de cet événement-là, interrogé les différents speakers de l'événement pour venir nous parler de neurodiversité. Et on s'est dit avec les filles, ce serait génial de garder entre guillemets une trace de ce qui a été dit lors de cet événement à travers une petite série d'épisodes. Dans le premier épisode, avec Corinne Truffier et Marco Di Duca, on a plutôt abordé la neuroatypie au sens individuel. Donc, qu'est-ce que la neuroatypie pour un individu, comment être diagnostiqué, etc. Je vous invite évidemment à aller réécouter cet épisode-là. Et ici, avec 3 nouveaux invités, on va plutôt aborder la neuroatypie, mais sous son prisme de l'entreprise. Donc, on va aller parler de neurodiversité en entreprise. Qu'est-ce que la neurodiversité ? Pourquoi elle est importante pour les entreprises et comment on peut l'intégrer dans sa politique et dans sa culture d'entreprise. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec notre première invitée, Mélodie Ardouin, qui va faire une petite présentation. Bonjour Mélodie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Bien sûr, donc fondatrice de Braining Out et plusieurs casquettes. En effet, je suis aussi salariée dans une entreprise où j'ai créé une communauté de salariés autour de la neurodiversité. Et puis, en plus de ça, étant hyper active, entre autres, j'ai un podcast et également, je suis autrice, je suis coach certifiée et plus personnellement, en effet, je le mentionnais à demi-mot, donc j'ai un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, un trouble du spectre autistique et un très haut potentiel intellectuel. Voilà, une fois qu'on a dit ça, Oui, voilà, c'est ça, on a bien on pose posé. ça de côté, voilà, c'est Et sinon, ça va la vie pour toi ? très bien. Après une brève présentation et beaucoup de rire, parce qu'on a pas mal rigolé avec Mélodie durant cet enregistrement, elle m'a aussi parlé un petit peu de son enfance et de comment elle avait été diagnostiquée. Et on a fait aussi un petit peu la distinction avec le TDAH au féminin. Donc je voulais revenir sur cette notion-là parce que je la trouvais hyper intéressante et je laisse Mélodie vous expliquer tout ça. Moi, justement, j'ai été vue comme timide. Maintenant, je comprends mieux, mais en fait, toute petite et mes parents, et je les en remercie, m'ont mis à faire du théâtre très tôt. Mmh. Ce qui m'a aidée, je pense, dans la compréhension, en fait, de comment on fonctionnait et cetera. Ça veut pas dire que je me suis pas sentie en décalage, mais ça m'a énormément, aidée et du coup, ça, c'est des choses aussi qu'on retrouve souvent chez les femmes, parce qu'on parle notamment d'autisme au féminin et de TDAH au féminin. C'est pas lié au sexe biologique, c'est lié au genre. Parce que les petites filles, Mmh. depuis toutes petites, on nous dit: «Sois sage, dis bonjour à la dame, souris, regarde dans les yeux, non, cours pas partout» et en fait, ça décale aussi Mmh mh. la prise en compte du diagnostic. C'est pas qu'il y en a forcément moins, c'est que ça décale et en fait, ça permet aussi au fil de l'eau et de ces anecdotes-là de se rendre compte que certains comportements, on a pu surinvestir certaines choses et donc moi, là-dessus, l'anecdote, c'est que je me suis rendu compte que notamment grâce à ces cours de théâtre, entre autres, j'avais surdéveloppé une, analyse très, fine, mais sans même que j'en ai conscience, de la personne en face. C'est-à-dire que j'arrive, très bien à ressentir, l'émotion qui est là, s'il y a du stress et cetera. J'ai pas un super pouvoir, enfin peut-être, mais je ne sais Peut-être, je sais pas. mais voilà. Mais en fait, ça c'est parce que en fait, c'est un réflexe de survie et si on commence à le voir comme ça en disant: «Ah mais c'est la personne qui a développé un Mmh. réflexe de survie par rapport à ça» et ce qu'on retrouve bien souvent encore une fois dans la population féminine par rapport à ce qu'on Mmh mh. demande aux femmes, ça prend un sens différent. Mmh. Quand tu dis que ça décale le diagnostic, c'est quoi? C'est parce que comme il y a aussi des injonctions qui sont associées au genre Oui. féminin, du coup, ça veut dire que tu prends des comportements et tu te rends pas forcément compte que c'est pas que
c'est adapté à ton 10. Enfin, tu Alors sais un exemple m'expliquer ça? concret là-dessus, on entre autres sur le TDAH entre guillemets encore une fois au féminin, les petites filles, elles vont moins perturber une classe parce que, voilà une petite fille, on va avoir tendance à lui dire: «Reste sage et trucs et cetera, gna gna, sois pas turbulente». Donc le petit garçon, il va avoir un diagnostic plus tôt parce qu'il va gêner la classe. La petite fille, l'hyperactivité bien souvent, au féminin, elle va non pas être physique ou très limitée aux Mmh. mains, aux jambes, aux pieds et cetera, mais l'hyperactivité, elle va quand même être là, mais elle est mentale et donc elle va être rêveuse. Même une petite fille rêveuse, c'est mignon et voilà et sur l'autisme, par exemple, on a constaté que dans ce qu'on appelle les intérêts, spécifiques, enfin, il y a plusieurs, noms, mais en tout cas, bah, les passions, on va Mmh. dire, alors, dans le stéréotype, on peut dire: «Le petit garçon, il va aimer les trains», voilà, ça c'est un peu donc on se dit: «Bah, voilà» et bah, bien souvent, les petites filles, ça va être des choses beaucoup plus acceptées. Par exemple, les animaux, par Mmh. exemple, même l'humain, en fait, il y a beaucoup de ouais, d'intérêt autour de ça. Moi, par exemple, petite fille, j'avais une passion pour les loups. Parce qu'en fait, je trouvais qu'ils étaient très maltraités dans les histoires pour enfants. Mais maintenant, je comprends, il y a Mmh. peut-être un lien. Mais en fait, une passion pour les loups, ce qui fait que j'avais une connaissance pour une enfant de cet âge-là qui n'était pas dans la norme, encore Oui. une fois, parce que j'avais vraiment une connaissance exhaustive du sujet. Mais bon, c'était des animaux, c'est mignon. Après une brève remise en contexte, au niveau du diagnostic individuel et de cette notion aussi de diagnostic au féminin, j'ai demandé à Mélodie: «Bah, tiens, on va parler aujourd'hui de neurodiversité. Alors pour toi, la neurodiversité en entreprise, c'est quoi?» Bah, pour moi, la neurodiversité, c'est de prendre en compte, les différents, fonctionnements cognitifs et besoins de chacun. Pour comprendre un petit peu les enjeux de la neurodiversité pour les entreprises, j'ai fait appel à un deuxième invité, Michel Pesin, qui va un petit peu nous expliquer selon lui quels sont les grands enjeux des entreprises aujourd'hui. Mais avant, je le laisse se présenter parce que lui se présente comme bâtisseur de stratégie humaine et j'avais envie de revenir sur cette notion avec lui. En fait, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans comme manager dans le domaine des ressources humaines et depuis presque 2 ans maintenant, en fait, donc j'ai quitté un poste de cadre supérieur pour devenir indépendant, entrepreneur et en fait, bâtisseur de stratégie humaine. Donc le mot bâtisseur parce que c'était un hommage aussi à mon papa, en fait, qui était dans le domaine de la construction. Ok. Bâtisseur parce que j'aime créer des choses également et stratégie parce que j'accompagne des sociétés pour justement définir leurs valeurs, leurs stratégies dans le domaine de l'humain, donc dans le domaine RH et humain parce que pour moi, l'humain, ça a du sens et c'est mon métier depuis que je suis tout petit. En fait, en gros, c'est ça. L'humain, c'est dans mon ADN et c'est ce qui est le plus Mmh. important pour moi. C'est quoi aujourd'hui, toi qui connais bien quand même les entreprises, c'est quoi aujourd'hui les grands enjeux un peu des organisations dans ce monde en changement Oui, perpétuel? tout à fait, oui. Bah, d'une part, on est dans un monde, effectivement, comme tu l'as dit, en grand changement. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de grand changement? Bah, d'une part, en fait, il y a une émergence de la génération Z qui arrive sur le marché. Alors, il y a toujours eu des générations, évidemment, et une génération, entre guillemets, chasse l'autre. Non, elles ne chassent pas l'autre, Mmh. elles doivent travailler ensemble. Mais ce qui était vraiment très particulier, c'est ce qui m'a fasciné depuis 4-5 ans maintenant, avec la génération Z, en fait, c'est la première génération vraiment digitale. Et ça change tout. C'est fondamental. Auparavant, enfin, les autres générations, moi, j'ai la génération X, par exemple. Oui, j'ai découvert quand j'avais une vingtaine d'années, voilà, et encore, non, voilà, les smartphones, etc. La génération Z est différente. Ça a vraiment un impact concret au sein des entreprises également. C'est la première chose. La deuxième chose, le Covid a transformé Mmh. la mentalité, mais pas que la génération Z, mais de tout le monde. Donc, il y a la quête de sens qui est revenue. Alors, la quête de sens, on l'a toujours entendu depuis 30 ans ou 40 ans. Oui, c'est vrai. Mais par rapport à avant, en fait, maintenant, c'est une priorité. Avant, on disait oui, j'ai envie d'avoir du sens, mais enfin, j'ai quand même un salaire qui est sympa, Mmh mh. j'ai un CDI, donc je vais rester. Maintenant, le CDI, ben, ça ne parle plus aux jeunes, donc ça d'une part, donc c'est plutôt un frein également parce qu'on se sent cloisonné. Et la quête de sens est devenue vraiment une vraie priorité. Donc en fait, on attend de notre employeur, mais c'est pareil dans la vie privée, mais on attend en tout Mmh. cas de notre employeur qui nous donne un sens à ce qu'on fait également et la recherche de l'équilibre vie privée et vie professionnelle qui a toujours existé, mais ici c'est vraiment fondamental. Donc c'est une valeur essentielle de ce qu'on va vraiment rechercher. Donc on peut quitter un emploi parce qu'il n'y a pas de sens. Auparavant, on se disait oui, c'est pas, ouais, je ne m'y amuse pas trop, mais je vais quand même y rester Mmh. parce que voilà les freins, les carcans qu'on avait, le côté statut social qu'on voulait garder et on ne quittait pas. Ici,
ça change complètement. Donc, pour une organisation, donc la transformation de celle-ci, c'est de bien comprendre et d'intégrer non seulement la nouvelle génération, mais qu'elle soit intégrée et inversement avec les autres générations aussi. Pour compléter ces enjeux en entreprise, j'ai fait appel à Fabrizio Corradini, qui va d'abord se présenter avant de nous parler de sa vision de la neurodiversité en entreprise. Je suis maintenant avec Fabrizio Corradini, qui m'a rejoint après sa table ronde et qui est consultant indépendant. Alors, je vais pas prononcer moi-même le nom de sa société parce que en off, j'ai bafouillé, donc je vais le laisser se présenter. Fabrizio, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es en quelques mots? Oui, j'ai créé ma société il y a quelques années. Elle s'appelle Genuine Ventures. Et l'historique de ça, c'est que genuine, ça veut dire authentique. Je conseille les sociétés, les entreprises et l'organisation au sens plus large, parce que j'ai travaillé aussi pour des gouvernements, des questions de stratégie. Donc, comment gagner dans les défis qu'on s'est fixés. Traduire ces stratégies en croissance, soit par soi-même, soit par des acquisitions. Donc, j'ai aussi les entreprises à trouver et acheter d'autres entreprises. Et de redressement pour celles qui se portent moins bien qu'elles ne pourraient. C'est surtout ça. Et à travers tout ça, effectivement, le côté genuine, c'est que je fais une énorme attention à mon approche à la stratégie s'appelle une stratégie centrée sur l'humain. Avec cette approche stratégique, c'est quoi les plus grands enjeux aujourd'hui des entreprises? Les 3 grands défis managériaux, je crois, de notre ère, c'est la vitesse de changement de l'environnement est telle qu'indépendamment des cycles, etc., qu'il y a un défi de rester pertinent, stratégiquement pertinent pour une entreprise, de changer aussi vite que le changement. La deuxième, je dirais que c'est aussi lié à ça, c'est rester innovant. Et enfin, comment faire de tout ça un environnement dans lequel les gens s'y retrouvent, trouvent de l'intérêt dans leur travail et de la connexion par rapport à leurs collègues et par rapport aux objectifs de l'organisation. Après avoir parcouru ces grands enjeux des entreprises aujourd'hui, on s'est demandé avec les 3 invités, tiens, quelle place est-ce que la neurodiversité aujourd'hui, elle devrait avoir dans les entreprises? Et voici ce que Mélodie nous a répondu. Alors devrait, c'est 100% de la population, la neurodiversité, rappelons-le, donc c'est tout le monde. Donc en fait, ça devrait être une place, mais sans en être une. En fait, ça devrait être, comme je dis souvent, aussi anodin que de dire je suis gaucher ou enfin je suis gauchère. C'est-à-dire Mmh. qu'avant c'était un peu tabou. Maintenant on se dit bon peut-être il faudra des ciseaux adaptés, mais à part ça, en barre. Donc voilà, ça devrait être un sujet, mais sans en être un. Effectivement, la neurodiversité, ça concerne 100% de la population et comme le dit si bien Mélodie, donc ça ne devrait plus être un sujet, mais simplement quelque chose qu'on fait naturellement en termes d'adaptation. Mais on voit que c'est pas toujours facile et Michel va un step plus loin en nous disant que ça doit se faire dès l'onboarding. Au-delà de l'effet aussi pour certaines sociétés qui vont prendre l'utilisation de RSE, etc. Donc, vraiment la politique obligatoire Mmh. de l'inclusion, etc. Donc ça, ok, voilà, il faut 2% on va inclure certaines personnes. Est-ce qu'on va vraiment bien les inclure également? Et après, on se rend compte aussi, si on fait un bon onboarding, là aussi, désolé, c'est mon vocabulaire RH que j'essaie de gommer. Je mettrai un Voilà, donc, petit lexique voilà, dans donc, la description non, mais de voilà, l'épisode. donc si on veut faire un bon accueil vraiment performant, et c'est pas un gros mot pour une entreprise, Mmh. il faut d'abord voir comment est-ce qu'on accueille les gens. Et les gens, ils sont tous différents, il faut peut-être les accueillir différemment. On part Mmh. de là. C'est un postulat de départ aussi. Ce qui se passe dans beaucoup de sociétés, on vient d'en parler dans la table ronde aussi, c'est que, en fait, on se rend bien compte qu'il y a une standardisation, une normalisation de certains process aussi, et Mmh. les sociétés n'aiment pas qu'on bouscule vraiment ça, parce qu'elles pensent qu'on perd du temps. Si on veut engager quelqu'un qui a un profil différent, ça prend du temps, certainement. Soit déjà de trouver la façon de l'interroger, Mmh. de voir un peu ses motivations, de voir ses compétences, etc. Et puis après, il faut bien l'intégrer aussi. Ça demande du temps. Mais par contre, on se rend compte également, et là, il faut le mesurer, que le taux de rétention est beaucoup plus important. Parce que si la personne se sent bien accueillie, bien entourée, elle va rester au sein de la société. Et selon Fabrizio, la neurodiversité va être un véritable atout pour penser un système et penser l'innovation en entreprise. On l'écoute. Je crois que d'abord, quand j'ai cité 3 évolutions, et ce sont des situations très dynamiques, hein, aussi que ce soit l'engagement, c'est
Les générations se succèdent, ne se ressemblent pas. J'ai parlé de changement, d'innovation. Pour faire face à ça, avoir une équipe plus diverse, c'est toujours un avantage. L'innovation, elle apparaît souvent dans le 10%. On connaît le 90%, mais il y a toujours le 10% qu'on ne connaît pas. Mhm. Ce 10% est là où vont se trouver les idées intéressantes, les anomalies ou les choses qui se passent à la marge de notre business. Au plus nous sommes des gens semblables, hommes blancs avec la même école de commerce ou école d'ingénieur dans la formation, au plus nous allons avoir des œillères par rapport à... Notre 90% va être beaucoup plus prédéterminé. Et au plus nous avons une équipe diverse, au plus nous allons avoir non seulement une capacité de détecter, mais aussi de répondre à ces changements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est pertinent? Comprendre que l'entreprise, l'organisation est un système. Penser de manière systémique. Ça, c'est plus présent chez certains profs. Ma fille qui est mathématicienne, et si elle remarque que nous avons ça en commun, nous essayons de systématiser ce que nous comprenons. Dès qu'on voit quelque chose sur le terrain, on prend un pas de recul en disant, est-ce que tout ça, j'arrive à lui donner un sens plus collectif, dans l'intégralité de ce que je vois? Est-ce que j'arrive à mettre ça dans un schéma et qui est un schéma explicatif qui me permet de prévoir comment ça va fonctionner? Cette tendance à systématiser est très utile dans un contexte qui change très vite, parce que je dis, bon, il est en train de se passer ça, tel et tel facteur sont en train de causer tel et tel changement, mais je vois là-dedans un pattern. Je comprends que c'est un système et j'arrive à systématiser cela. Après avoir souligné l'importance de la neurodiversité en entreprise, que ça soit pour l'innovation, pour l'engagement en entreprise, pour la diversité, etc., on va voir un petit peu, ok, mais comment est-ce qu'on peut le mettre en place concrètement dans une entreprise? Et je vous propose qu'on écoute la réponse de Michel. Voilà, en fait, plus on va parler d'un sujet, plus il va devenir, entre guillemets, banal. Et moi, mon rêve, c'est qu'à un moment donné, on n'en parle plus. Donc, c'est tout à fait normal d'accueillir des profils neuroatypiques, comme on faisait auparavant, de dire, ben voilà, nous avons 10% d'étrangers. OK. Maintenant, ça devient la norme, voilà. Et dans quelques années, peut-être qu'on ne parlera plus de profils. On a tous des profils différents. Ici, on est toujours en train de faire la parité homme-femme, etc., parce qu'elle n'est pas respectée. Et je rêve d'un monde où on se dit, ben, homme-femme, genre, religion, profils différents, on a tous à apporter quelque chose à la société en général, mais à la société pour laquelle on travaille ou on collabore aussi. Donc, parce que notre richesse fait que on va pouvoir apprendre les uns des autres aussi. Pour l'instant, on doit sensibiliser pour que ça devienne, entre guillemets, quelque chose. OK, on est tous différents, génial. Voilà. Quand on passe, en fait, moi, ça m'avait marqué, j'étais vraiment petit, et à l'école, on nous avait montré, en fait, juste une photo d'un scanner avec une personne de couleur noire, blanc, etc. Et en fait, au scanner, c'est tout ça, on est tous, voilà, c'est un squelette, quoi. En gros, on est tous les mêmes. On est tous différents parce qu'on a un ADN différent, mais en réalité, on est fait de la même façon. Donc, il y a juste la couleur qui change. Mais moi, à partir de là, je me suis dit, mais vraiment très petit, de dire, on est tous les mêmes, quoi. Voilà. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que des gens font des différences aussi? Et donc, si ça, comme tu le dis, si on en parle, si les médias en parlent, si les professionnels en parlent, et si on arrive à sensibiliser les gens en disant, voilà, je t'explique un peu comment ça fonctionne, et après, ben voilà, tu pourras le faire également. Donc, et pas simplement parce qu'on est obligé par la loi d'accueillir des gens et de faire de l'inclusion ou de faire de la parité homme-femme parce que c'est pas respecté. Donc, on est obligé de légiférer. Je rêve d'un monde où on ne doit pas légiférer aussi. On n'y est pas encore. Des journées comme aujourd'hui, ça a du sens aussi. On n'a jamais autant parlé, en fait, de différence. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement sur le terrain? Voilà. On n'a jamais autant parlé de la quête de sens. Qu'est-ce qu'on fait réellement sur le terrain? On n'a jamais autant parlé de conflits intergénérationnels. Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Donc, à partir du moment où on a un postulat de départ de dire nous sommes tous des êtres humains différents, on a un ADN différent, donc on a une richesse culturelle différente. Mais beaucoup de sociétés pensent que c'est un leurre. Enfin, ils ne veulent pas. Parce que ça prend du temps d'avoir des profils un peu différents. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que quand j'interroge des sociétés, de dire qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à vos concurrents? Ils vont dire on est les meilleurs sur le marché. Non, ça, ok, mais vous êtes tous les meilleurs sur le marché. Et puis après, on a un prix différent. Ok, donc c'est juste le prix? Ben non, parce qu'on a un bon service. OK. Et en fait, on se rend compte que si on creuse, c'est les valeurs mais humaines d'abord, c'est la richesse d'une société. Alors qu'on vende un boulon chez Monsieur X ou un boulon en France chez Monsieur Y, il y aura la même densité,
À la limite, le prix va un petit peu changer. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce sont les gens qui vont le vendre de façon différente. Voilà. Donc là, ils font creuser et valoriser les personnes. Donc l'être humain, peu importe qu'on soit différent ou pas. Mmh. Et pour moi, je pars toujours du principe aussi, on est un petit pays. Donc je l'ai cité tout à l'heure, on est un petit pays, on a 3 langues. Génial. Profitons-en pour parler de nos différences aussi. On a Bruxelles qui est le centre, on est ici à Bruxelles aujourd'hui, on est le centre de l'Europe. On n'en parle pas assez. Mmh. Donc on devrait profiter de ça. On est une ville multiculturelle, génial. On est un pays qui accueille l'Europe, donc le monde entier aussi. On ne joue pas assez sur ça et on aime trop rester dans des clichés ou dans une certaine standardisation. Et pour les entreprises qui veulent s'en sortir, ce seront celles qui seront justement différentes. Michel parle bien de l'importance de sensibiliser, de comprendre la neurodiversité et de pouvoir accompagner les entreprises au mieux pour qu'elles puissent se différencier grâce à tous les humains qui les composent justement. Et alors, la question pour Fabrizio, c'était, du coup, c'est quoi un petit peu les points clés d'une culture d'entreprise dans laquelle on peut développer la neurodiversité de manière favorable? Peut-être la première chose, c'est de se rendre compte que ressources humaines est peut-être un terme qui crée des malentendus. Parce que des ressources sont quelque chose qu'une entreprise consomme pour produire quelque chose. Et je n'aime pas généralement utiliser ce terme-là, mais parfois on ne trouve pas un Je meilleur. suis d'accord. Ouais, ouais. Les gens sont toujours des fins et pas seulement des moyens. Mmh. Ça, c'était déjà, Kant le disait il y a des années. Quand je parle à quelqu'un, je sais qu'elle a des objectifs personnels, elle a des désirs. Et avant tout, un manager, c'est le professionnel des désirs des autres. Quand je suis manager d'une équipe, oui, je dois comprendre leurs désirs et comment faire que leurs désirs convergent avec les objectifs de mon entreprise. Donc, et c'est pour ça que je suis toujours sceptique quand on dit bah, oui, mais attends, il y a trop de diversité, ça veut dire du management one-on-one, qu'est-ce que c'est? On doit faire pour du sur-mesure pour chacun. Je dis ben oui, c'est du sur-mesure. Chaque personne est différente. Quand je m'assieds avec Charline, je ne m'assieds pas avec Joe. Et ils ont leur rôle, mais ils travaillent peut-être dans la même équipe, mais ce sont des personnes différentes. J'aime beaucoup ce petit reminder de Fabrizio qui nous dit que, en fait, la clé du management, ce sera non pas de considérer l'humain comme une ressource, mais comme un humain à part entière avec ses propres besoins et ses propres différences. Et après, j'ai demandé à Mélodie, OK, et concrètement, une entreprise aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut l'accompagner justement dans cette neurodiversité? Concrètement, souvent, les entreprises déjà ont entendu parler du sujet, si elles en ont entendu parler, Mmh. et s'interrogent parce que ne le comprennent pas ou le comprennent sous un angle, soit de l'ordre du stéréotype, soit de l'ordre parfois du handicap, soit voilà, avec beaucoup d'étiquettes ou de casquettes, qu'on met derrière. Donc en fait, la première chose pour moi, c'est de déconstruire certains stéréotypes, certains Mmh. clichés, qu'on peut avoir. Creuser ça, aller expliquer de quoi on parle réellement, dire aussi qu'il y a cette invisibilité. Non seulement on parle d'une différence invisible, mais qui peut l'être aussi aux yeux de la personne et ça, c'est très, particulier quelque part. Ça veut dire qu'il y a des personnes dans l'entreprise qui, ne le savent pas, en fait, qu'elles sont concernées et donc là, du coup, ça change aussi la façon d'adresser ces sujets-là parce qu'on peut pas parler d'un sujet parce qu'on n'en parlerait pas et qu'il faut en parler, mais en fait aussi on a des personnes donc qui sont en suradaptation, qui sont déjà là, hein, au sein de l'entreprise, mais qui, voilà, peut-être que si elles passaient moins d'énergie à se suradapter, elles pourraient l'utiliser pour faire autre chose. Une image là-dessus que moi j'aime, bien souvent, utiliser pour illustration, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. En fait, on commence, chacune notre journée avec, 10 petits cœurs là de points de vie. Dans la journée, peut-être que moi, prendre les transports, ça va me coûter déjà 3 ou 4 cœurs, quelqu'un d'autre juste un. Mmh. Le résultat, il est le même. Quand on est à zéro, il faut recharger. Sauf que, si moi, je suis pas en tant qu'entreprise vigilante pour que, la personne se décharge le moins rapidement possible et qu'en tout cas même elle puisse se recharger, parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent recharger et je suis gagnante si je permets ça. Donc en fait, c'est comment je prends en compte ce principe d'énergie, de préservation de l'énergie, au bénéfice de la performance toujours. Quand je suis une entreprise, si je suis une entreprise et que je me dis: «OK, je veux un petit peu, m'orienter vers la neurodiversité ou en tout cas m'y intéresser ou me dire: "OK, il faut que quelque chose se passe à ce niveau-là"», par quoi je commence? Déjà, je commence par réaliser que, c'est déjà là.
Parce qu'en Mmh. fait, quand on pense ça, on dit: «Ah, il faut qu'on s'y mette, peut-être qu'il faut qu'on pense au recrutement» et cetera. Mais pour rappel, c'est 15 à 20 de la population et une partie qui est déjà en entreprise. Alors une partie qui malheureusement, peut-être, a des barrières en effet, d'entrée, mais c'est déjà là. Donc en fait, ça va plus être se dire, «Qu'est-ce que je ne fais pas ou qu'est-ce que je peux faire?» encore une fois, pour améliorer la performance de mon entreprise. Parce qu'il y a des gains, les études le disent, voilà, on en a parlé, beaucoup et aussi dans les conférences qu'on a pu avoir. Mais c'est qu'est-ce que moi je peux faire, pour finalement bénéficier de cette performance-là qui est déjà là, mais qui ne s'exprime peut-être pas à son plein potentiel. C'est très simple et bête dit comme ça, c'est du bon sens, hein, mais d'y aller vraiment par petits pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, je propose, souvent aux entreprises une sorte de toolkit avec, plein de choses différentes que l'entreprise peut mettre en place, selon d'où elle part, selon ses envies, ce qu'elle peut, voilà, ce qu'elle peut solliciter et qui peut être sponsor et cetera. Enfin bref, il y a plein de choses différentes à faire, à plein de niveaux différents, Mmh. et il y a pas forcément un ordre et rien que déjà commencer justement ce petit pas va en permettre d'autres, va en permettre d'envoyer des signaux, heu, positifs et donc de dire qu'on avance sur ce sujet-là et bien souvent, comme je le disais, les personnes sont déjà dans l'entreprise. Donc moi, par exemple, ce que j'ai créé dans l'entreprise, donc une grande entreprise du CAC 40 où je suis également salariée, c'est une communauté. Donc une communauté autour de la neurodiversité. Donc un soutien entre pairs, mais aussi pour parler du sujet et aussi, des personnes qui sont hyper volontaires pour faire bouger les choses. Mmh. Et il faut que ce soit aussi, comme je dis souvent, c'est en fait, le principe de jamais rien sur nous sans nous. Mettre autour de la table des gens concernés et qui puissent participer et donc là-dessus, ça veut dire embarquer notamment, le middle management, les RH, mais ça veut dire donner des billes. Encore une fois, ça veut pas dire, avoir, une connaissance exhaustive de tous les sujets. Hem, Là encore, moi souvent ce que je dis, c'est que c'est pas, une façon de voir qu'est-ce que je peux faire, pour aider, pour accompagner. Non. Pour moi, le paradigme, il faut totalement le renverser et de se dire: «Comment moi, entreprise ou salarié, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau quel qu'il soit pour que ce pour être le ou la plus inclusive possible, pour que mon entreprise soit la plus inclusive possible?» Et chacune peut contribuer et en fait, en faisant ça, on inverse le paradigme. C'est pas tant comment on peut les aider, si je résume, mais comment moi je peux me repenser et que du coup, je vais être dans un contexte aussi de climat de confiance, d'ouverture, d'écoute qui va permettre aussi d'avoir ces échanges et ces débats-là dans une confiance. Comme on était dans le cadre du Neurodiversity Experience Day, un événement 100% consacré à la neurodiversité, on a beaucoup parlé des bienfaits de ce genre d'événement, notamment pour sensibiliser. Et avec Michel, on a abordé cette notion de curiosité et quelque part de peut-être inviter chacun à être plus curieux pour comprendre ce qu'est la neurodiversité et comment l'intégrer dans son propre quotidien, dans sa propre réalité, puisqu'en fait, elle concerne absolument tout le monde, cette neurodiversité. Ah, mais je pense que l'être humain, voilà, moi je suis liégeois, je suis très curieux et je me dis que l'être humain aussi est curieux, Mmh. devrait l'être s'il n'est pas. S'intéresser aux autres, parfois ça fait peur. Ouais. Voilà, et je pense que le changement fait peur. Mais s'intéresser, comme tu l'as dit, aussi être curieux, de se dire, bah, voilà, je ne connais pas mon voisin, donc déjà, Mmh. je ne connais pas certains profils qui sont entre guillemets hors normes, hein, vraiment hors de la norme. Ben, est-ce que je ne ferais pas un pas, vers cette personne-là pour essayer de bien la comprendre, pour démystifier, pour casser un petit peu tout ça et d'essayer de faire un pas l'un vers l'autre aussi. Et moi, je suis pas quelqu'un dans le monde des bisounours, mais je crois profondément que l'être humain n'est quand même pas une, permets-moi l'expression, mais une vraie crapule non plus. Il y en a, mais on n'est pas tous comme ça. Donc par contre, il y a un manque d'éducation certainement, il y a un manque de connaissances vis-à-vis de nos congénères. Donc ça certainement. De l'autre, oui, voilà, c'est ça. L'autre peut faire peur, oui. Le mot de la fin, on dirait, s'intéresser à l'autre. Oui, 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 voilà, Voilà. vraiment, oui. OK, Ce serait déjà un beau défi. c'est ça. Merci beaucoup Michel d'être Ben, passé merci par à le toi, micro du avec podcast. un grand Je te laisse plaisir. retourner à l'événement et Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec Fabrizio, on s'est tellement laissé emporter dans nos messages qu'on a oublié ce petit mot de la fin pour vous dire au revoir. Je m'en excuse, mais je vous dis au revoir à sa place. Et par contre, avec Mélodie, on a clôturé avec un petit mot aussi sur le Neurodiversity Experience Day. Dernière question parce que le temps file, mais moi je te garderai bien des heures. Donc La porte est fermée à clé, voilà, c'est aidez-moi. ça.
Chut, je pensais que tu n'avais pas vu que je l'avais fermé à clé. Donc, je disais, dernière question. Donc, on est ici au Neurodiversity Experience Day. Tu as fait une table ronde. Qu'est-ce que tu retiens de cette table ronde et de, je vais dire, l'événement de manière globale? Alors, ce que je retiens de cette table ronde, c'est les échanges et qui sont, encore une fois, quelles que soient les expériences, des différentes entreprises ou moi des entreprises que je peux accompagner, on voit que ça se complète, que personne ne prend encore une fois le sujet par le même bout, mais Mmh. voilà, on avance quand il y a cette volonté en fait d'avancer, ça se fait et finalement de façon plus simple qu'on peut le penser et ça c'est peut-être important de le mentionner aussi, ça coûte pas cher. Parce qu'il Mmh. y a souvent aussi cette Ouais, c'est crainte-là vrai. et donc voilà, c'est souvent des constats et de l'autre côté avec une hausse de performance, qui est mesurable. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a partagé ce matin sur, plusieurs, cas, concrets, et qui donc permettent de démontrer vraiment cette réalité-là et l'apport. Et si je devais étendre donc à tout cet événement, moi je trouve que c'est, en effet, des événements comme ça, il y en a encore trop peu parce que c'est Mmh. vrai que souvent, on se rend compte que des personnes finalement qui viennent sont déjà intéressées ou sensibilisées et c'est d'autres encore qu'il faudra aller toucher. Donc, c'est vraiment ce principe de planter des graines et donc on le sait, hein, des graines, il faut en planter Cool. plein pour voir ce qui pousse, mais il faut continuer à semer et encore une fois, chaque personne, que ce soit des personnes qui étaient là ce matin, qui ont envie de faire des choses sur le sujet, qui, écoutent aussi le podcast, peuvent aussi à leur niveau et ça peut commencer, tout simplement par poser, les questions et moi, par exemple, en tant que, pour le coup, ma casquette de manager, heu, c'est ma question la plus simple que je demande aux gens, qu'est-ce que je peux faire, pour que tu puisses être le ou la plus performante possible? Parce qu'en fait, c'est ça mon rôle, tout simplement et donc en faisant ça, je pose la question des besoins Mmh. et donc déjà, si on commence à se poser cette question-là, mais qu'on soit manager, qu'on soit collègue, quelle que soit le la casquette en fait, on on prend du recul par rapport aux propres biais qu'on peut avoir, par rapport à nos propres pensées, parce qu'on en a tous et toutes et c'est OK. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce que l'autre pense, le besoin de l'autre et donc déjà poser cette question-là et en ouvrant le débat, on se rend compte que, évidemment, c'est très varié et c'est ça aussi la neurodiversité. Mélodie, merci beaucoup d'avoir Merci. pris le temps de passer près de moi et je te laisse retourner à l'événement. Merci beaucoup. Et voilà qui clôture ce deuxième épisode de la série consacrée à la neurodiversité. J'espère qu'avec ces 2 premiers épisodes, vous avez une vision un peu plus concrète de déjà c'est quoi la neuroatypie, qu'est-ce qu'un profil neuroatypique et puis ici grâce à ce deuxième épisode, comment est-ce qu'on peut intégrer la neurodiversité en entreprise. On l'a vu tout au long de l'épisode, c'est d'abord et avant tout une question d'écoute de l'autre, tout simplement, pour comprendre ses besoins et j'aime beaucoup ce que Mélodie dit à la fin, aider l'autre à être le plus performant possible en entreprise et pour ça, effectivement, ça passe par une connaissance de ses besoins. Encore un grand merci à Mélodie, Michel et Fabrizio d'avoir partagé leur expertise au micro du podcast. Pour les retrouver, je vous mettrai en description de cet épisode tous les liens. Et puis, sachez aussi que Mélodie a récemment sorti un bouquin, Les atypiques du cerveau, qui est vraiment génial si vous voulez comprendre justement la neurodiversité, tout ce qui est DIS, TDAH, HPI, etc. Elle en parle et elle décrit tout ça très très bien dans son bouquin. Et puis pour parler plutôt Gen Z, Michel aussi, il a récemment sorti un bouquin avec Émilie Henry qui s'appelle Génération Z, l'énigme décodée. Donc je vous invite à découvrir ces 2 bouquins. Vous aurez aussi les références si vous voulez les retrouver en description de cet épisode. Et c'est le mois prochain qu'on se retrouvera pour le dernier épisode de la série sur la neurodiversité où on accueillera enfin au micro du podcast les 2 organisatrices de l'événement Neurodiversity Experience Day dont je vous parle depuis tout ce temps. Donc on les accueillera au micro pour comprendre la neurodiversité avec elles et ça ce sera le mois prochain. Mais nous évidemment on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je suis au rendez-vous chaque semaine avec vous depuis maintenant plus d'1 an et merci encore une fois d'être au rendez-vous chaque semaine pour ceux qui sont là toutes les semaines. Et que me reste-t-il à vous dire? D'envoyer cet épisode à un ami, à un collègue, à votre patron. N'hésitez pas à faire tourner cet épisode pour qu'on puisse sensibiliser à la neurodiversité, la comprendre et l'intégrer au mieux dans toutes les entreprises.
Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.